Bonjour, on se retrouve dans l'atelier JLC Aviation pour découvrir le nouveau modèle de chez FMS, un Cessna 182 Skyline qui vient d'arriver sur le marché. Il est déjà aux États-Unis, je pense, depuis une quinzaine de jours. En Europe, il arrive tout juste au moment où je tourne cette vidéo. Nous sommes bientôt à la mi-juin 2024. Le Cessna 182, vous avez sans doute déjà vu des vidéos sur YouTube, des vidéos promotionnelles. Cette fois-ci, FMS a fait une maquette, si l'on peut dire. Il s'agit bien d'une mousse, hein, entendons-nous bien, une semi-maquette, mais qui s'appelle vraiment Cessna 182 et non pas comme ces Cessna Ranger précédents qui n'avaient pas spécialement l'autorisation de la marque Cessna pour utiliser le nom. En fait, tout le monde avait reconnu dans les Rangers, quelle que soit la taille, puisqu'il existe en 3 tailles, le Cessna 152, mais il ne pouvait pas porter ce nom-là. Cette fois-ci, Cessna a dû estimer que FMS faisait vraiment des avions qui ressemblaient de très près à ses productions et a autorisé la commercialisation sous le nom Cessna 182, c'est donc le Skyline qui est archi connu dans l'aviation de grandeur, et officiellement sous licence de Cessna du groupe Textron. Voilà, donc bien le carton vient d'arriver. Je me suis permis de le sortir de son gros carton d'emballage marron, ce qui ne présente pas un très gros intérêt à l'image, et nous allons découvrir ensemble le contenu de cette jolie boîte. Alors déjà la première surprise, c'est qu'on a un avion d'1,50 m d'envergure et annoncé à 1,25 m de long. Et on a une boîte qui ne fait que, je prends 1 mètre, qui ne fait que 72 cm et des petites poussières de long. Donc il est évident que FMS nous a préparé quelque chose comme il nous l'a déjà fait pour le Fox et pour son Piper en 1,30 m, à savoir un fuselage coupé en 2 parties. Voilà, donc la boîte, elle est traditionnelle de chez FMS. J'essaie de vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, super poiderie sur toutes les faces. Avec ça, vous avez de quoi découvrir l'avion avec les caractéristiques notées en bas de cette face-ci, avec le dessous qui vous présente les vues de dessus, les vues de dessous, d'autres vues en vol. La face arrière, on voit à nouveau l'avion sous un autre angle. Et puis bon, une face qui est vers moi qui ne présente pas d'intérêt particulier. Par contre, celle-ci nous montre bien qu'il existe 2 versions, à savoir 2 décors différents, un bleu et un rouge. Vous noterez au passage qu'il ne s'agit pas du même décor dans 2 couleurs différentes, mais de deux décors totalement différents et qui correspondent à des productions Cessna de l'année 2023, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc sur la face supérieure on voit également les 2 décors. On va pouvoir ouvrir notre carton et c'est le moment de la découverte. Donc on est habitué chez FMS, sous le carton, en général, on a un gros container en polystyrène qui protège les éléments de la machine. Alors comme on le voit, ça rentre tout juste dans le carton et la première chose qu'on voit, c'est pas grand chose parce que tout est parfaitement emballé et calé. Ce qu'on note, c'est qu'on a 2 étages à déballer, il y a des scotch qui tiennent les 2 étages ensemble, on a un manuel visible sur le dessus, et qu'on peut apercevoir, si on regarde un petit peu près, une emplanture d'aile d'un côté, un saumon de l'autre avec un éclairage, et ça on va le découvrir plus en détail dans la suite. Voilà, donc on change un petit peu de cadrage pour que vous voyez d'un petit peu plus près ce déballage. Je me suis permis de couper un peu les scotch parce que je pense pas que ça soit passer du temps à défaire des scotch qui vous intéressent le plus, et donc on commence à enlever les bandes de calage. Et donc le premier élément qui sort, c'est la notice. C'est un beau bouquin. Je pense que comme d'habitude on trouve, voilà,
après l'anglais et l'allemand, on trouve les pages en français, avec les caractéristiques, avec un historique de l'avion réel, comme on en a l'habitude chez FMS, le descriptif du contenu du kit, et ensuite on embraye directement sur l'assemblage qui est présenté comme on en a l'habitude toujours chez FMS, sous forme de roman, non pas photo, mais roman dessin. Voilà, on se rend compte qu'en l'espace de 4 pages, on aura assemblé le modèle, ça va donc pas nous prendre des dizaines d'heures. Je pense que j'en aurai pour plus longtemps à monter la vidéo qu'à monter l'avion. Voilà. La notice, donc, premier élément hyper important et en général bien fait chez FMS. On voit qu'on sort les haubans, ils sont en plastique type ABS. Aucune vis à prévoir. On peut voir sur les bouts que c'est des systèmes d'encliquetage qui sont prévus. On note qu'ils sont profilés comme sur l'avion réel, avec les petits carénages aux extrémités, là où ils rejoignent l'aile ou le fuselage. Tout ça, c'est de bon augure pour l'allure semi-maquette de l'avion. Deux haubans. La première aile va sortir du conteneur. Avant de la sortir, je vais sortir tout de suite le tube de clé d'aile. C'est un tube carbone. Voilà. En taille, si vous êtes curieux, c'est un 8 mm à l'extérieur, 6 mm à l'intérieur. Voilà. Et on a une longueur de 48 cm pour cette clé d'aile. Donc j'en reviens à mon aile, la première, voilà un panneau d'aile. Alors qu'est-ce qu'on note sur l'extrado? Rien de bien particulier si ce n'est qu'on a les lignes de structure qui sont en très léger relief, c'est bien, ça reste discret mais ça habille bien l'extrado. On note sur le volet et sur l'aileron le nervurage conforme à ce qu'on trouve sur les Cessna grandeur nature, du moins sur les 150, 152, 172, 182. Des avions comme le 177 sont un petit peu plus lisses avec des profils laminaires et non pas ces nervures. On voit sur l'extrémité de l'aile qu'on a un feu de position et le feu en bout. On devrait avoir normalement un feu vert ici et un clignotant blanc ici. On verra ce qu'il en est quand on mettra sous tension. Beaucoup plus intéressant le dessous de l'aile, où on voit les passages de fil qui ont été refermés par un ruban adhésif blanc. On voit la fixation pour le mât d'aile. Et on note les cerveaux qui sont cachés. Alors on n'a pas, contrairement à certains modèles de chez FMS, de système vissé qui permettrait un accès facile. Ici, les cerveaux sont enfermés. Si on doit faire de la maintenance dessus, il faudra décoller ces caches. Intéressant, on a des gouvernes qui sont montées sur rotule. Et puis surtout les volets qui sont très différents de ce qu'on connaît sur le PA-18 de la même marque. On a ici, et je crois, si je me souviens bien, sur le Grand Ranger, ici on a des potences qui décalent l'articulation et donc on va avoir un volet qui va ouvrir une fente quand il va se déployer. Là encore, on joue dans le réalisme. Le vrai Cessna a des volets qui reculent et qui se braquent. Ici, il se contente de se braquer, mais avec le décalage de l'axe, on aura quand même l'ouverture d'une fente. Un petit coup d'œil sur l'emplanture pour voir le profil du volet. Là, pour l'instant, je ne tire pas dessus pour ne pas forcer sur le cerveau, mais nous verrons que normalement, il doit nous faire un petit arc de cercle qui facilite un écoulement d'air bien propre dans la fente et donc qui devrait être efficace au niveau hypersustentation. Voilà pour cette première aile, c'était la droite. On a à nouveau des cales de protection. Si ce kit-là vous arrive pas en bon état, c'est que les transporteurs y ont vraiment mis du leurre pour l'esquinter, parce que là, si ça peut vraiment pas bouger. On trouve un deuxième tube, plus fin celui-là, on va le mesurer lui aussi. C'est du 4 mm extérieur
Et je dirais que c'est du 2, oui, c'est du 2 intérieur. Et visiblement, il s'agit de la clé pour le stabilisateur. Arrive la deuxième aile. Voilà notre aile gauche, rigoureusement identique à la droite, à ceci près qu'elle possède, je vérifie que je ne dise pas de bêtises, oui, l'aile droite n'avait pas, mais l'aile gauche possède un phare d'atterrissage à son bord d'attaque. Là encore, les feux en bout d'aile, ça devrait être le rouge et un blanc qui flash. Voilà. On retrouve dessous les mêmes éléments. J'avais oublié un point important, l'emplanture. L'emplanture, on voit qu'on a des petites palettes. Je vois que c'est marqué on et off. On a une devant, une derrière. Et ça doit être pour verrouiller ou déverrouiller les ailes. L'emplanture elle-même possède une prise type informatique cette fois-ci. On n'est plus sur les systèmes vraiment maison de chez FMS, on a là quelque chose d'un petit peu plus standard et qui va permettre, en positionnant l'aile sur le fuselage, de connecter simultanément les cerveaux de volet et d'aileron et tout l'ensemble d'éclairage. On voit le trou pour la clé d'aile et on voit que ces bossages vont permettre de positionner l'aile sur le fuselage en incidence. Voilà, on a donc nos deux ailes qui sont sorties du carton. Le carton, je vous le disais, se scinde en deux. Voilà. Et là, on arrive sur du lourd, si l'on peut dire, à savoir tout ce qui concerne le fuselage, visiblement, et je suppose les empennages, pour lesquels je n'ai rien vu pour l'instant. D'ailleurs, par curiosité, je vais regarder si c'est pas caché dessous. Non, ça n'est pas le cas. Alors, vous voyez là encore le soin apporté au conditionnement. Tout est calé, le train, l'hélice, le fuselage qui est bien en deux parties. On va sortir tout ça. On va commencer par l'hélice avant qu'elle tombe. Cette fois-ci, on a une tripale et il s'agit d'une 11/6. Par rapport à ce qui nous a habitué FMS, je note qu'il n'y a pas d'hexagone dans l'hélice. Alors à moins que ça soit directement dans le cône, oui je pense, parce que j'aperçois l'hexagone sur le support d'hélice à l'avant du fuselage. On note que FMS a pris soin de peindre les extrémités de pale. D'une part pour le réalisme c'est sympa, mais d'autre part pour la sécurité, ça fait que l'hélice en rotation sera beaucoup plus visible, et ça c'est un bien. Le train principal sort à son tour. Alors c'est une lame en aluminium, et là tiens, il y a quelque chose de bizarre. On dirait qu'il me manque quelque chose, oui, visiblement. Petit souci sur ce kit, alors à moins que je le trouve dans l'emballage, mais j'ai comme un doute. Ouais. Donc une lame en aluminium, des carénages et des roues déjà installés. Et normalement, on devrait avoir les deux côtés qui soient comme celui-ci, à savoir avec un habillage autour de la jambe de train. Et sur un côté, et ben cet habillage, je sais pas trop, mais il manque. Donc je vais contacter le SAV pour essayer de me faire livrer cet habillage. Ça n'empêchera pas de voler, mais pour l'esthétique, ça serait plus sympa quand même qu'il ait les deux côtés habillés. L'habillage en question, il est fixé par de petites vis, on voit ici, qui doivent se reprendre sur la partie supérieure. Quant au train, il est tenu par des vis bien robustes, c'est des axes, oui, c'est monté très sérieusement. On a une reprise sur l'extérieur du carénage, ça ne devrait pas bouger d'un poil. Voilà, donc l'importateur a été contacté et je devrais effectivement recevoir prochainement de quoi habiller cette jambe. En attendant, j'ai fait un petit peu de fusion 360, un petit peu d'impression 3D pour faire un habillage provisoire qui fera illusion pendant les premiers vols, et ça permettra de ne pas retarder les essais
de la machine. Vous voyez, c'est moins lisse que la jambe d'origine, mais en attendant, ça ira bien. Et je recevrai bientôt le bon habillage. On continue. Alors, ici dans un petit logement, j'ai trouvé un cache qui va venir assurément sous le fuselage pour habiller le passage du train principal, précisément. Hop, encore une petite cale. Et je peux sortir la dérive. La dérive, c'est un joli bout avec le cerveau de direction directement intégré dedans. On note les sorties des fils, à savoir un fil marqué rudder pour la direction et l'autre qui n'a rien de noté et qui correspond à l'éclairage qui est positionné au sommet de la dérive. Dans les détails pour faire maquette, on note ces espèces de petites palettes sur le haut de la dérive qui sont typiques de ces Cessna et qui ont été fidèlement reproduits. Pour le montage, on voit qu'on a ici un ergot. Il y a fort à parier que la clé de stab passera dedans et va venir verrouiller la dérive. Et à l'avant, on a un système qui va venir se bloquer dans un logement du fuselage. Et donc on n'aura même pas de vis à mettre en place pour la dérive. On continue. On a une partie arrière de fuselage. On retrouve le montage qu'on connaît chez FMS sur le piper d'1,30 m avec un gros encastrement bien costaud, des inserts avec des inserts plastiques avec à l'intérieur un insert métallique en laiton dessous et dessus et qui vont permettre de verrouiller la partie arrière sur la partie avant. Le tube carbone va assurer l'alignement des deux parties et donner la rigidité au fuselage. Sur le dessus, on a le logement de la dérive avec les passages des fils. On voit ici une pièce plastique dans laquelle va s'encastrer celle dont je vous parlais il y a 2 minutes et qui vient de la dérive et qui va reprendre la clé du stabilisateur horizontal. Sur le côté droit, on a le cerveau de profondeur qui est en place. On aperçoit les fils et à l'avant, on a cette grande ouverture par laquelle on va pouvoir récupérer nos fils. Voilà, en voilà un, élévateur. Et on devrait en avoir un deuxième. Voilà, pour de l'éclairage à nouveau, puisque à l'arrière du fuselage, on a là encore un petit feu, je suppose blanc. On verra ça tout à l'heure. On note encore ici un petit insert plastique destiné à recevoir une des antennes radio du réel, hein, je ne parle pas des radios de votre ensemble radiocommande. Et on note que tout l'encastrement pour le stab reçoit des pièces qui ont été intégrées au moulage, des pièces en plastique, donc tout doit se positionner parfaitement du premier coup. Hop. Un petit logement, c'est pour la roue avant. La roue avant, avec son carénage, c'est une jambe en alliage d'aluminium avec un vrai compas et on note, je ne sais pas si c'est exprès, mais ça y ressemble bien, on a un effet amortisseur, à savoir que quand je relâche, il y a un ressort qui repousse, mais qui repousse lentement. Donc on ne devrait pas avoir quelque chose qui, en cas de posée un peu brutale sur le train avant, qui rejette la roue avant en l'air et qui génère des rebonds. Ça, c'est la première fois que je vois ça. Jusqu'ici, même sur les avions FMS comme le Futura, le train avant, il remontait très rapidement. Tous les trains suspendus. Ici, on a un train. Je vous le fais encore parce que c'est assez étonnant. Et qui reprend sa position tranquillement. Ça, c'est plutôt sympa.
Alors, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai le très gros bout, j'ai le fuselage. Voilà. Alors, je vais écarter un petit peu la caisse. Voilà, le fuselage. Alors, la grande nouveauté par rapport au Ranger et par rapport au Piper PA18, que ce soit le 1m70 ou le 1m30, eh ben, c'est les vitrages et l'aménagement cabine. Ça fait vraiment toute la différence au niveau réalisme. C'est vraiment la nouveauté sur cet avion pour les avions de tourisme de chez FMS. On voit cette grande verrière. Alors, on note les emplantures d'aile avec les positionnements pour caler l'aile, pour la fixer avec les petits tétons que vous voyez tout à l'heure, avec les prises pour la connexion automatique. À l'arrière, on trouve la nappe de fils de câbles qui sont tous repérés, élévateur, rudder, light. On a tout ce qu'il faut pour connecter donc la partie arrière du fuselage. Dessous, on trouve des antennes factices correspondant à des antennes d'équipement radio de l'avion réel. On trouve des évacuations d'air pour l'air de la batterie du contrôleur. La fixation du train principal avec là encore des inserts en laiton. Les fixations, les plots de fixation moulés en plastique pour les haubans. À l'avant, on trouve une nouvelle fente ici qui va permettre de transformer le Cessna 182 en hydravion. Donc on a déjà de prévu la fixation avant des flotteurs. On a des faux échappements. Bon, ils sont blancs, ça méritera un petit coup de peinture ou quelque chose pour leur donner un aspect un petit peu plus pot d'échappement, un petit peu plus crasseux, voire même quelques petites traces, quelques dégoulinures un peu grasses. Ça fera toujours plus juste. À l'avant, on a une grille de ventilation qui est l'entrée d'air du carburateur sur l'avion réel, les ouïes de refroidissement, on va les mettre à l'endroit. Et on trouve donc notre adaptateur d'hélice. Si on regarde bien du dessus, on voit que un angle d'anticouple bien marqué a été prévu sur l'avion, donc ça c'est de bon augure pour avoir des tenues d'axe au décollage qui soient nickel. On voit l'adaptateur d'hélice, je vous l'amène en gros plan. Et pour ouvrir la cabine, je vois un petit bouton, donc on va appuyer dessus. Hop, il me faudrait peut-être deux mains. Voilà, on appuie dessus et de l'autre main on soulève. Toute la partie cabine se dépose. Alors ça c'est plutôt joli, regardez l'intérieur de cette cabine. Avec des volants, avec un tableau de bord qui pour une fois, je ne sais pas s'il est très maquette, j'essaierai de vérifier par rapport à l'avion réel. Oui, non, c'est un petit peu simplifié quand même largement, mais c'est quand même plus crédible que beaucoup de tableaux de bord que l'on a pu voir sur des avions fabriqués par les pays asiatiques. C'est très crédible, avec vu un petit peu à distance, ça va vraiment faire le taf. Ce qu'on note, c'est ce verrou qui va être vraiment très pratique sur le terrain. Dans le fuselage, on a le support de batterie avec ses bandes de velcro. On a un pilote qui est en place et on note qu'il y a des sièges, des dossiers tout au moins, des sièges à toutes les places de la cabine. C'est que la platine supportant la queue, elle est tenue normalement par 4 vis puisqu'on voit les 4 trous, mais moi je vois qu'une seule vis pour l'instant. Alors à moins que les vis soient fournies ailleurs dans le kit et qu'ils en aient juste mis une pour la forme, puisqu'il va falloir, je suppose, déposer cette platine pour aller installer le récepteur, le stabilisateur réflexe que j'ai prévu d'installer à l'intérieur, et puis aller connecter le train avant quand on va le mettre en place. On peut voir aussi tout au fond le support moteur. Voilà, hein, j'essaye de vous faire un petit gros plan sur monsieur le pilote vu de profil. Voilà, il a une bonne bouille. Donc le fuselage, on est presque au bout, hein, mais pas tout à fait.
Il nous reste encore dans la boîte, il nous reste le stab. Le stab qui est en deux parties, visiblement, qui tiennent ensemble avec un petit verrou. Voilà. La rotule qui recevra la commande de profondeur. Une liaison entre les deux parties. Voilà. Et le tube pour la clé de stab. On retrouve le nervurage sur les parties mobiles, les lignes de structure sur les plans fixes. Bah, c'est bien joli tout ça. Bien, et avant de passer vraiment à l'assemblage, on va avoir un petit peu de curiosité et aller voir ce qui se passe sous ce plancher. Donc en fait c'est une seule vis à démonter au départ, mais on en aura 4 à mettre en place par la suite. Voilà, donc, ce petit plancher, il sort, on fait bien attention à ne pas perdre la vis, et on va découvrir ce qu'il y a dessous. Voilà, donc sous le plancher, on découvre le contrôleur brushless qui est un Predator 40 ampères. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On le connaît déjà bien, c'est le même qu'on a sur de nombreux modèles de la marque. Vous noterez que la prise qui va au récepteur, et on a la prise normale marquée throttle, et on a le petit fil jaune supplémentaire qui pourra aller, si on le désire, sur une voie auxiliaire pour actionner la reverse. Je suis pas totalement convaincu sur le Cessna 182 qu'une reverse se justifie. D'une part, il ne devrait pas se poser très long, et d'autre part, ça manquera de réalisme si on fait de la marche arrière avec un Cessna 182. Ça peut être amusant et ça peut être une sécurité le jour où on se pose un petit peu long, de pouvoir freiner un bon coup. Le contrôleur, donc, il est déjà connecté au moteur. Il est équipé d'une prise XT60 pour la connexion de l'accu, ça c'est plutôt bien, c'est du standard et ça correspond à mes batteries. Ensuite, on va essayer de caler notre fuselage de manière à ce qu'on voit bien à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on découvre d'autre? Une platine de connexion, alors qui regroupe les cordons qui viennent des ailes, avec les prises informatiques que l'on avait vues. On voit qu'on a... On est toujours cadré? Oui. On a l'ensemble des fils pour venir au récepteur. On voit également le cerveau qui va commander la roulette de nez. Donc il est noté rudder lui aussi. Et si je regarde bien sur cette platine, il a son branchement à part. Alors ça c'est un gros intérêt. C'est que ce cerveau-là, si on le désire, on va pouvoir le déconnecter de cette platine de connexion qui regroupe tout, qui fait office de multiples cordons en Y, entre autres. Mais il va nous permettre d'aller le brancher sur une voie auxiliaire du récepteur si on souhaite commander la roulette de nez à travers un mixage gouverne de direction vers roulette de nez. Ce qui aurait un gros intérêt, c'est de pouvoir ajouter dans le circuit des commandes sur la radio un potentiomètre pour trimer séparément la roulette de nez de la gouverne de direction. Ainsi on est sûr de pouvoir faire rouler droit son avion sans avoir à détrimer la gouverne de direction. Donc ça sera très intéressant au moment des connexions au récepteur. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On a des prises pour les éclairages qui repartent ensuite sous des caches. Donc tout ça est très bien pensé pour conserver l'aspect réaliste de la cabine, où on ne devrait pas voir à la fin beaucoup de fils. Le seul fil qu'on devrait trouver arrivant en cabine, eh bien, ça sera la prise pour brancher l'accu. Et encore, si on s'arrange bien, ça devrait être discret. La place pour mettre les équipements, il n'y en a pas énormément finalement, puisqu'il va falloir mettre le récepteur et le module réflexe. Donc ça, bien, je ne sais pas encore où on va les installer. Je pense que le réflexe va venir quelque part par ici ou ici.
et le récepteur de l'autre côté. On va essayer de les cacher le plus efficacement possible pour que ça ne gêne pas le cerveau de la roulette de nez et que ça pose pas de problème non plus de fil, de rangement des fils. Voilà, il me reste le cône d'hélice, chromé, magnifique. Alors je ne sais pas comment il est monté. Je ne vois pas de vis à l'avant comme on trouve souvent sur ce type de cône. C'est peut-être, oui, ça doit être un système clipsé, voilà. C'est dommage, on laisse des traces de doigts. Il va falloir bien le nettoyer après, voilà. C'est simplement 3 clips qui permettent d'assembler les deux parties du cône. Je les mets de côté. Toujours regarder bien chez FMS ce qui reste dans les coins, parce qu'il y a toujours des petits interstices avec des trucs qui se cachent. Et là, on trouve une petite pochette avec quelques accessoires. Alors, c'est quoi ces accessoires? Je vois 3 antennes type antenne radio maquette, je vois l'écrou d'hélice, je vois la commande qui va piloter le train avant, la commande de profondeur, a priori, et un lot de vis. Voilà. Et bien cette fois-ci, on a fait le tour. Il ne va plus y avoir à passer qu'à la deuxième partie de cet essai qui va être l'assemblage. Voilà donc, avant de passer au montage, on récapitule le contenu du kit avec le fuselage, les 2 ailes, le train principal, le train avant, l'hélice, le cône, le petit sachet d'accessoires, les 2 mâts, la notice, le cache pour le train, les stabilisateurs horizontaux, la partie arrière du fuselage et la dérive. Tout ça augure d'un montage rapide et sans grande difficulté. On y passera dans la seconde partie de l'essai. À bientôt!